Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce Facebook Live avec quelques minutes de retard. Actualité oblige, j'ai enlevé des rideaux, je vais parler de cette décision qui vient d'être prise par le chef d'État camerounais, Paul Biya, de libérer 289 Camerounais anglophones qui sont actuellement détenus dans les prisons au Cameroun. C'est une décision qui a été prise par le chef de l'État camerounais selon la présidence de la République pour pouvoir résoudre la crise anglophone. C'est de gaieté de cœur que nous pouvons accueillir cette décision parce que ce soit des personnalités comme le cardinal Toumi, que ce soit des hommes politiques comme Maître Akeremouna ou Maurice Kamto, que ce soit des hommes qui ont un œil réfractaire à la guerre et qui dès le départ avaient dit non à la guerre, tels que l'Aziz Ntcharé, ou même moi, nous avons dit on ne peut jamais résoudre cette guerre. On ne peut jamais gagner cette guerre et on ne pouvait jamais résoudre la crise anglophone par la force des armes. Mais malheureusement, les faucons du régime, assoiffés de sang, toujours dans leur rôle de zombies, nous ont fait croire que l'armée camerounaise pouvait remporter cette guerre et devait écraser les anglophones comme des rats, et que l'État, le gouvernement, ne pouvait pas discuter avec ce qu'il qualifiait de terroristes. Nous y voici donc. Cette crise qui a commencé en 2016, qui ne demandait que le dialogue, la négociation, se termine ou se poursuit dans des rivières de sang, dans des océans de sang. Et aujourd'hui, ce que Paul Biya est en train de faire, nous allons dire, hélas, que de gâchis, que de vies perdues, que de familles meurtries, que l'armée elle-même désemparée. À quel niveau sommes-nous lorsqu'on essaie de faire le bilan de cette guerre qui n'a donc pas été gagnée et qui s'achève presque en queue de poisson, mais qui n'est pas encore terminée parce qu'il ne suffit pas d'un décret pour terminer cette guerre. Mais le bilan provisoire que nous pouvons établir ce soir, c'est quoi? Non seulement il y a eu 700 morts et plus, plusieurs villages qui ont été incendiés, brûlés, des corps qui jusqu'à présent restent totalement perdus, des familles décimées, 350 000 réfugiés au Nigeria, près de 400 000 sur le territoire camerounais et beaucoup de familles actuellement réfugiées dans les buissons. Et quand on regarde sur le plan économique, c'est un chaos total parce que cela a constitué une véritable hémorragie sur les fonds publics et dans les caisses de l'État, puisque lorsqu'on regarde seulement le rapport du GICAM, c'est-à-dire que le groupement interpatronal du Cameroun, qui date de juillet 2018, on se rend compte que l'État du Cameroun a déjà perdu dans cette guerre 289 milliards. Et au niveau des emplois, 6 434 emplois perdus. Là, c'est les chiffres de juillet. Sans pour autant oublier qu'il y a 8 000 autres emplois qui, selon le GICAM, seraient totalement menacés. Toutes les structures qui pouvaient constituer le poumon économique de ces deux régions sont totalement au point mort bas, annihilées, détruites. Quand on regarde par exemple que la région du nord-ouest produit par exemple 70% du café arabica et qu'aujourd'hui elle a perdu à peu près 43 000 tonnes, donc 52 milliards, c'est énorme. Quand on se rend compte que par exemple dans le sud-ouest,
la production nationale du cacao, rien que le sud-ouest, à 45%. Or, les populations ont abandonné leurs plantations et le Cameroun va beaucoup encore saigner pour pouvoir revenir à cette culture qui pouvait vivre des populations. Sans pour autant oublier la CDC. La CDC, sur 29 sites, on se rend compte que 10 ont totalement fermé. 12 fonctionnent partiellement. Ce qui veut dire que sur les 29, comme je disais, à peu près 7 sites seulement fonctionnent. C'est une catastrophe. Que ce soit la production d'huile de palme ou encore beaucoup d'autres choses, c'est pour vous dire que tout ça aujourd'hui est presque mort. Et pour que ces régions puissent vivre, il faut un véritable plan Marshall, ce qui signifie que l'État du Cameroun doit faire un effort hors norme pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir réhabiliter des populations et pour pouvoir faire que les choses reviennent à l'ordre. Où est-ce que Paul Biya va trouver cet argent? Voilà la grande interrogation. Lorsqu'on sait aujourd'hui que les caisses de l'État du Cameroun sont totalement vides et que le budget qui vient d'être voté à l'Assemblée à 4 850, à 4 000 milliards ne peut pas résoudre cette crise parce que ça n'a pas été prévu. Or, il a créé un comité de désarmement, de réhabilitation et tout ce qu'on peut bien entendre. Mais comment est-ce qu'il va procéder? Puisqu'il faudrait certainement qu'il y ait d'abord ce qu'on va appeler un dialogue, ce qui va appeler aussi un campement, qu'on puisse regrouper ces gens qui sont dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui ont pris des armes et qui doivent être certainement réintégrés dans l'armée camerounaise ou qui doivent tout au moins être réintégrés dans la société. C'est un travail de longue haleine. Est-ce que Paul Biya va respecter son engagement? Là encore, j'en doute. Puisque en 1993, il y avait déjà la All Anglophone Conference qui était déjà en train de vouloir résoudre ce qui était déjà donné comme une véritable crise, une véritable bombe. Or, qu'est-ce qui en était sorti de ces résolutions? Qu'il fallait retourner au fédéralisme à 2 États. Biya avait fait semblant d'accepter, mais il ne l'a jamais appliqué. En 1995, c'était la même chose. Donc 5000 personnes se réunissent quand même. Et Biya fait semblant d'accepter, et puis il ne fait rien. Si Biya aujourd'hui accepte de libérer les anglophones, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il le fait. C'est sur injonction des puissances occidentales. En effet, depuis un certain temps, les sénateurs américains, particulièrement 10, ont commencé à faire le lobbying. Et ça a commencé à prendre une grande envergure en demandant aux États-Unis d'intervenir militairement au Cameroun. Et Donald Trump, qui avait déjà aussi agi pour que Paul Biya ne soit pas à Paris pour le sommet de la paix, a activé encore et a donné un avertissement à Macron, lui demandant qu'il devait amener totalement Paul Biya au dialogue, sinon ce serait une intervention armée. Raison pour laquelle, il y a quelques jours, vous avez pu constater que l'ambassadeur de la France au Cameroun s'est déplacé pour aller à étudier au palais présidentiel pour dire à Paul Biya, il n'y a plus d'autre issue pour ce conflit, ou vous négociez, ou ce sera une intervention militaire. C'est donc face à la force que M. Paul Biya, sachant que son régime était en danger et qu'il devait être délogé, c'est donc précipitamment qu'il a pris cette mesure en demandant qu'on puisse libérer ces anglophones. 289. Nous osons espérer que Michel Biampton, le journaliste qui a eu à défendre cette cause et qui était devenu l'ennemi de la République et qui se trouve actuellement à la prison centrale de Kondengui, va aussi bénéficier de cette mesure. Nous osons croire que le ministre de la Défense pourra libérer tous les anglophones sans pour autant mettre le frein à main
comme c'est toujours l'habitude, chaque fois qu'il se trouve au pied du mur, on libère une petite vague et après, on fait encore marche arrière en faisant le chantage. Les engagements de Paul Biya sont très difficiles à tenir, comme le disait peut-être déjà, comment on l'appelait, Alexandre Dumas fils, qui disait que les promesses des dictateurs sont comme des anguilles, difficiles de les tenir. Donc pour l'instant, nous accordons le bénéfice du doute à M. Biya pour qu'il puisse, enfin, même si ça fait tard, même s'il a gâché autant de vies humaines, mais qu'il reconnaisse qu'il a pris un mauvais chemin. On ne peut pas faire la guerre contre son peuple. Je l'avais dit à plusieurs reprises que M. Biya ne gagnera jamais cette guerre et qu'il devait aller au dialogue. Et les pro-nazis, ceux qui ont toujours cru à la barbarie, qui disaient force à la loi, devraient désormais fermer leur bec pour comprendre qu'ils ont conduit toujours le Cameroun à l'état de la barbarie. Et aujourd'hui, nous sommes en sursis parce que si jamais il y a une intervention des puissances occidentales, c'est nous tous qui allons perdre. Ce n'est pas ça que je souhaite pour mon pays. Mon pays, c'est aussi celui qui fait toujours dans ce qu'on peut dire le hors norme. Ce qui n'est pas dans la norme, c'est ça qui se passe toujours au Cameroun. Et aussi, vous avez pu constater les élections qui viennent de se passer au niveau de la Fédération camerounaise de football, où nous nous retrouvons donc avec un certain Sédou Mbombo Njoya qui a été élu président de la FECAFOOT. Tout le monde a eu à dire bravo, c'était retransmis en direct et il y a eu beaucoup de transparence. Et alors, merci parce qu'il n'y a pas eu de tricherie. Je voudrais rappeler à cela que ce n'est pas parce qu'une élection se passe sous les projecteurs, sous les flashs, sous les crépitements et sous ce qu'on peut appeler la caméra de la CRTV qu'on dira qu'elle est transparente. L'élection à la FECAFOOT était déjà pipée, était déjà totalement faussée. J'y reviendrai. Parce que M. Mbombo Njoya, vous allez vous demander d'où sort-il. Moi également, je me pose cette question, sauf que je vais vous relater celui qui se présente aujourd'hui comme le constructeur, comme celui qui va balayer la maison de la FECAFOOT, comme le renouveau du football camerounais. Et pourtant, c'est un vieil habit rafistolé partout, qui a mangé dans toutes les marmites. Et c'est pour cela que, avant d'arriver sur lui, je vais vous décrire certains qui étaient dans cette élection, qui n'a pas été une élection, mais qui a tout simplement confirmé que le Cameroun est un pays de la grande corruption et du marchandage. Vous allez voir que parmi les candidats, il y a eu certains noms que vous ne connaissiez pas beaucoup dans le milieu du football, comme Mungue Nyamsi. Mungue Nyamsi est un douanier. Rien à voir avec le football. De l'histoire du Cameroun, on ne sait même pas s'il est déjà parti voir un match de football. Il est reconnu dans la douane comme ayant beaucoup d'argent dans des compromissions et dans ses façons de mettre toujours la main dans le cambouis de la corruption. Parce que nous savons ce que c'est que la douane au Cameroun. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien voulu aller aux côtés d'Yabassi au niveau des élections départementales avec un gros sac d'argent. Et c'est là-bas que, première chose, il a un peu échoué parce que, avec son sac d'argent, il n'a pas eu, parce qu'on ne le connaissait pas, cette cote qui pouvait permettre qu'il vienne à se présenter. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait les parrains. Et pour les parrains, c'est-à-dire le parrainage de l'élection à la FECAFOOT, M. Mbombo Nyamsi s'est mis à distribuer de l'argent
C'est-à-dire que 600 000 à chaque parent. Il a donc distribué à 10 parents. Et ça lui a fait combien? Ça lui a fait 6 millions qu'il a dépensé. Après avoir dépensé cela, il a encore pris 15 millions de francs CFA qu'il a remis à un promoteur de radio, que j'ai tel nom parce qu'il est déjà beaucoup fragilisé, mais il se reconnaît, pour pouvoir acheter les délégués. Mais le patron de ce média, qui lui-même est actuellement dans la dèche, dans la disette, a eu à donner 1 million et il a disparu avec le reste. Voilà pour le cas de ce monsieur que vous avez vu, qui, en tout et pour tout, a eu 3 voix. Et il est reparti chez lui, en pleurant. Mais il avait beaucoup d'argent, puisqu'il était prêt, disait-il, à investir 2 milliards pour devenir président de la FECAFOOT. Il y a un autre qui s'est présenté aussi, qui était avec Bisson. Lui, c'était aussi une autre catastrophe. Parce que il avait dit, moi, je voudrais aussi être président de la FECAFOOT. Et il a donné à chacun, voilà, dans les 4 groupes, il a donné à chaque groupe 4 millions. Ça faisait donc 16 millions. Et il a mis le sac d'argent dans la voiture de Bisson, parce que Bisson étant anglophone, lui a dit, moi je te ramène les groupes, les voix des anglophones. Mais malheureusement, lorsqu'ils sont arrivés dans la salle, il y a eu encore un autre marchandage. Parce que vous allez constater qu'à une certaine période, le président de la commission, le président du comité de normalisation, Maître Dieudonné Api, a fait une pause. Cette pause était pour que les candidats aillent verser de l'argent aux délégués. Donc c'était au plus offrant. Et vous voyez par exemple que, regardez bien les photos et tout, celui qu'on appelle par exemple Sédou Momondjoya, il était bien gonflé parce que l'argent remplissait de partout. Je vais y revenir. Donc, celui qui a donné tout cet argent a eu 0 voix. Et Bisson a fui avec le véhicule. Et dans son véhicule, il y avait l'argent de l'autre candidat qui disait donc qu'il attend tout le monde en bas du hall, au niveau du hall, pour qu'on rembourse son argent. Voilà une élection qui se passe au Cameroun, de la Fédération camerounaise de football. Une élection où M. Sédou Momondjoya, la veille, a reçu de la part de Samuel Eto'o, quelqu'un, un envoyé spécial, dont j'ai le nom pour l'instant, qui lui a remis 71 millions à la veille de l'élection, chez lui dans son domicile, sans pour autant oublier ce qui devait arriver après. Et M. Sédou Momondjoya, qui aujourd'hui est donc président, nous allons donc parler de son parcours, de celui qui va apporter au football camerounais toutes ces lumières, de celui que M. Owona Grégoire, président du comité olympique, vice-président, a déclaré officiellement « Je le soutiens personnellement parce que c'est mon camarade et qu'il a le mérite et de l'expérience. » Déjà, M. Grégoire Owona, lui qui est ministre du Travail, lui qui est vice-président du comité olympique et qui devrait être comme la balance, qui devrait être dans la neutralité et qui devrait imposer l'équité, commence à supporter un candidat à la veille de l'élection. Donc imaginez un juge qui a déjà commencé à supporter, à donner le vote à quelqu'un. Mais tout est faussé. Donc, M. Grégoire Owona a toujours fonctionné comme ça.
dans le faux, le trucage, les manipulations de bas étage. Et c'est honteux pour cette personnalité qui se retrouve toujours dans des très mauvais coups. Quand je regarde les conditions dans lesquelles M. Mombo Njoya Sedou a été élu, on dirait il a battu tout le monde puisqu'il a eu 46 voix sur les 66 délégués. Mais sauf que, quand on achète, dans un pays où on achète, dans un pays où on ne choisit pas la méritocratie, dans un pays où on ne choisit pas les gens ayant une probité morale, dans un pays où on ne choisit pas les gens ayant une certaine expérience en la matière, mais seulement l'expérience dans les malversations, le faux et l'usage du faux. Il faut se dire que Sedou Mbombo Njoya était le vice-président de Iya Mohamed, l'ancien président de la FECAFOOT, qui se retrouve à la prison centrale de Kondengui, qui a été jugé par le tribunal criminel spécial, condamné en 2015 pour détournement de 11 milliards, et qui a été confirmé par la cour, voilà, comment est-ce que je vais appeler ça? Encore, par une autre juridiction, la Cour suprême, voilà. 15 ans de prison, 15 milliards détournés. Et qui était son grand ami? C'était Sedou Mbombo Njoya. Et Sedou Mbombo Njoya, qui était le vice-président, quand Iya Mohamed arrive à la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire que c'est vers les années 98, il y a ce qu'on appelle une commission, c'était une cellule provisoire, avant qu'il ne devienne président de la FECAFOOT en 2000, jusqu'en 2013. Donc 13 ans. Et pendant ce temps, comme je le disais dans une autre vidéo ici, c'est la période où entre 2002 et 2012, la Fédération internationale de football, donc la FIFA, a donné au Cameroun 20 millions de dollars. C'est la période où la FIFA a versé à la FECAFOOT 6 millions de dollars pour la construction, bien sûr, du complexe, plutôt du siège de la FECAFOOT. Est-ce que ce siège a été construit? Non. Et quand on a déjà mis Iya Mohamed en prison, eh bien, le père de Sedou Mbombo Njoya le prend et fait qu'il aille se réfugier au Caire, auprès de Issa Hayatou, pour qu'il ne soit pas éclaboussé. Regardons le parcours professionnel de ce monsieur qu'on nous présente aujourd'hui comme étant le renouveau du football camerounais donc. Et quels sont ses faits d'armes, lui qui a tant d'expérience, comme le dit le ministre Grégoire Oona. Eh bien, sachez que M. Sedou Mbombo Njoya a été directeur de la Loterie nationale du Cameroun, la LONACAM. Et rappelez-vous que la Loterie nationale du Cameroun, l'État camerounais a mis de l'argent dedans. Rappelez-vous du lancement de cette loterie. Lorsque le premier jour, il y a eu 40 000 tickets qui ont été vendus. Il y avait et c'était vendu à 300 francs. Il y avait 300 kiosques. En 1994, la LONACAM est tombée en faillite. Qui était le directeur? Monsieur Sedou Mbombo Njoya. Pendant ce temps, moi je peux vous dire, la Côte d'Ivoire, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de la loterie, en 2014, avait un chiffre d'affaires de 40 milliards. Le Sénégal en 2014, parce qu'ils ont su gérer, avait 39 milliards. Sedou Mbombo Njoya a laissé le Cameroun avec 0. Monsieur Sedou Mbombo Njoya, toujours lui, est parti donc lui-même créer une autre structure après avoir mis à sac la LONACAM, la Loterie nationale du Cameroun. Il a donc créé ce qu'il a appelé
Paris Camion Foot. Sa propre société. Incapable de gérer ASAC. Monsieur Seydou Mbombo Ndoya, le nouveau président de la FECAFOOT, a donc été placé dans l'arrivisme, dans le carriérisme et dans le népotisme pour gérer le bureau de la FIFA d'Afrique centrale. À l'époque, c'était un bureau géré par Jean Manga Ngueni. Dès qu'il est arrivé, le bureau est tombé. On a fermé. La seule chose, pour qu'on le récupère, qu'est-ce qu'Issa Hayatou a fait de lui? Il a mis au niveau de la CAF pour s'occuper des petites rencontres, des matchs de protocole. Voilà donc son expérience. L'expérience qu'on nous présente, comme dit un homme digne de ce nom. Mais en fait, c'est une lignée, c'est une continuité. Puisque Seydou Mbombo Ndoya est le fils de la première épouse du roi Bamoun, Mbombo Ndoya. Sa mère est une Chrétienne. Donc par la suite, ils vont divorcer. Mais Mbombo Ndoya, rappelez-vous, a décidé de soutenir Paul Biya. Et tout le monde le voit. Le roi Bamoun, il est toujours avec le pagne de Paul Biya. Et il a donc demandé à Paul Biya de faire toujours qu'il contrôle le football. Rappelez-vous que c'est Mbombo Ndoya qui a été le tout premier président de la Fédération camerounaise de football. Et Mbombo Ndoya, c'est lui aussi qui est devenu ministre des Sports. Donc, généralement, c'était géré en vase clos. Ministère des Sports, plus Fédération camerounaise de football. Où en sommes-nous allés? Lorsqu'il y a donc la normalisation qui arrive, Mbombo Ndoya décide qu'il veut de nouveau replacer, refourguer son fils. Seydou Mbombo Ndoya. Et comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, dans des couloirs politiques avec les Grégoire Ouna, avec le secrétariat général de la présidence et avec Samuel Eto'o. Et c'est là où j'en viens. Et qu'est-ce que Samuel Eto'o va faire? Premier exemple, Samuel Eto'o sera adopté là-bas au palais. Et je vous rappelle aussi, vous pouvez vérifier, même sur certaines photos que je pourrais publier, Samuel Eto'o, lors de son mariage avec Georgette, qui était son témoin? C'était Mbombo Ndoya qui s'est déplacé pour aller là-bas. Donc, tout était déjà organisé avant. Et c'est pour ça que Samuel Eto'o va dire, justement, à Ben Joseph Antoine, de ne pas se présenter comme candidat à la FECAFOOT. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient déjà positionner leur plan, leur pion. Et ces pions, c'est pourquoi? C'est parce que c'est une vraie mare de requins. C'est une source d'argent incroyable où tout un chacun vient manger, puiser, s'en aller. Il n'y a pas de bienfaiteur à la FECAFOOT. Et c'est pour cela qu'ils ne vont jamais laisser quelqu'un ayant une probité morale gérer cette structure. C'est les mêmes gens du RDPC, c'est les mêmes brigands qui vont continuer. Je vous rappelle qu'à la veille de l'élection à la FECAFOOT, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue. Et de cette Assemblée générale extraordinaire, on va sortir les comptes de l'époque Tombi Aroko. C'est-à-dire que on va sortir les comptes seulement de la période allant du 1er janvier 2017 à septembre 2017. Et vous connaissez combien est-ce que les experts comptables vont trouver? Que Tombi Aroko et son gang, ils ont dépensé 7 milliards dont les comptes n'ont pas été validés à la veille. Et les experts comptables
ont commencé à dire, au coup d'œil, ils ne sont même pas encore allés dans des recherches. Ils se sont rendus compte que il y avait les factures. Il y avait un trou sans facture, c'est-à-dire que des dépenses sans justificatif de plus d'1,5 milliard. Plus d'1,5 milliard. Vous rendez-vous compte? Entre le 1er janvier 2017 et septembre 2017. Quelle gabegie! Et, voyant cela, ils n'ont pas validé les comptes. Ce qui signifie que le nouveau président de la FECAFOOT qui devait venir, devait saisir le procureur de la République pour qu'on poursuive Tombi Aroko. Or, je vous rappelle que Tombi Aroko a travaillé avec Seydou Mbomo Njoya, puisque quand Eya Mohamed est président de la FECAFOOT, c'est Tombi Aroko qui est secrétaire général. Et c'est Seydou Mbomo Njoya qui est vice-président. Le même gang. Et à l'époque, donc, tous, ils avaient une seule méthode. Lorsque vous regardez les comptes de Tombi Aroko, on se rend compte justement que Tombi Aroko, il utilisait la FECAFOOT comme une banque. Près de 20 millions. On ne sait pas quand est-ce qu'on va rembourser. Hein? Une fédération qui fait des prêts aux gens. Et ensuite, il écrit sur un bout de papier jaune, volant comme ça, dès que c'est 30 millions à tel, dès que c'est telle somme à tel autre, Tombi Aroko. Et voilà donc comment est-ce que la FECAFOOT était gérée. Par la suite, il va rompre le contrat avec Ben Modo pour rappeler qui? Son propre frère, à qui il donne des marchés. Donc, la FECAFOOT aujourd'hui, qui se retrouve entre les mains de Seydou Mbomo Njoya, se retrouve effectivement dans les mains de Tombi Aroko, se retrouve dans les mains de Eya Mohamed, se retrouve dans les mains de tous les gangsters qui sont en train de miner, de ruiner le football camerounais depuis des siècles et des siècles. Il n'y a pas un renouveau. Il n'y aura pas de justice. Il n'y aura pas de transparence. On vous a montré. Vous avez tout simplement regardé la CRTV. Mais vous n'avez pas su ce qui se passait derrière. Puisqu'aujourd'hui, le football camerounais est pris, comme j'ai dit, dans une même secte. D'un côté, vous avez les gens qui sont là depuis très longtemps, et de l'autre, vous avez Samuel Eto'o, qui lui aussi a décidé de phagocyter le football camerounais. Et c'est là le véritable problème. C'est-à-dire qu'un footballeur qui est encore actif se retrouve totalement dans tous les circuits politiques et dans toutes les décisions. On n'a jamais vu ça quelque part. Donc c'est lui qui a financé, c'est lui qui a dit ceci, c'est lui, comme d'ailleurs, c'est inadmissible que regardez la sélection nationale du Cameroun. On avait lancé un appel à candidature pour le sélectionneur. Il y avait 70 candidats. On ne les a pas pris. Et tout s'en va en Russie. Il rencontre des gars qu'il connaît comme ça. Les Clarence Seedorf, les Kluivert. Bon, il dit, bon, ok, je vous amène au Cameroun. Et c'est comme ça qu'eux, ils deviennent les sélectionneurs. Qu'est-ce que Clarence Seedorf avait déjà fait pour le football africain? Quel rapport avait-il avec le Cameroun? Est-ce qu'il n'y avait pas les anciens footballeurs camerounais qui pouvaient devenir entraîneurs au Cameroun? Et après, il prend Boumson, qui a refusé de jouer pour le Cameroun, qui a joué pour la France. Il le met directement dans le staff technique. Lui qui n'a aucune expérience. Il prend son ami Tchatobil, il le place aussi.
équipe nationale. Et on vous dit que nous avons des gens comme Joseph-Antoine Bell, Thomas Kono. Nous avons Mboma, intellectuellement assis et qui ont des diplômes d'entraîneur, qui ont tout fait pour ce pays-là, qui n'ont pas de place, mais on prend bon sang, qui a refusé de jouer pour le Cameroun. Et tout le place. Voilà la République des Tours. Puis il faut se taper la poitrine. Il gère la fédération, via un pantin. Il gère la sélection nationale, via d'autres pantins. Et c'est avec ça que vous voulez que les gens se taisent. Qu'on ne dise pas que non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Dans tous les pays au monde, les anciens footballeurs ont une part dans la gestion. Mais qu'on me dise aujourd'hui que le Cameroun qui a produit autant de grands footballeurs qui sont partis se former, se recycler, mais qui n'aient aucun mot à dire, ni dans la sélection, ni dans la fédération. Regardez la fédération camerounaise de football. Regardez, ils ont sorti quoi? Le bureau exécutif. Dans le bureau exécutif, premier vice-président, deuxième président, troisième vice-président. Personne n'a rien à voir avec le football. Aucun ancien footballeur. Mais moi, je vous rappelle que dans d'autres pays, vous avez eu les Salif Keita qui ont été même ministres des Sports. Même Pelé a été ministre des Sports chez lui et tout et tout. Mais allons même à la CAF. Les Anthony Bafoué, ils ont été appelés à la CAF. Dans le bureau exécutif. Et même Ahmad Ahmad. Les gens croient, les gens découvrent Ahmad Ahmad comme quelqu'un qui ne connaît rien du football. Je vous rappelle que Ahmad Ahmad a été joueur du championnat de première division à Madagascar. Il a été entraîneur, c'est-à-dire qu'il a les diplômes d'entraîneur de football. Et il a entraîné en première division à Madagascar. Donc il n'est pas arrivé au football par effraction. Mais au Cameroun, on vous cite des gens qui ne peuvent pas vous dire à combien de mètres se situe le point de pénalty. Quelles sont les dimensions d'un stade? Partout ailleurs, on prend les anciens footballeurs. Mais regardez ces générations. Kenyet, personne. En dehors des Toki Fagosi tout. Il arrive dans des lions indomptables. Il enlève le brassard à Rigobertson. Il a des problèmes avec tout le monde. Et c'est de surcroît ce manque de respect, cette reconnaissance à ceux qui sont des aînés. C'est ça qui est encore plus grave. Lorsque je me rends compte que ce soit en 2010, il s'est permis à engueuler copieusement Roger Mila en disant qu'est-ce que Roger Mila a déjà fait, oubliant que Roger Mila a quand même été élu le plus grand joueur d'Afrique au XXe siècle, oubliant que personne, aucun Africain n'a jamais pu faire ce que Roger Mila a fait à la Coupe du Monde. Marqué des buts à 42 ans. Personne ne l'a fait. C'est un symbole. Lorsque je me rends compte que, après cela, c'est son propre père, Ben Joseph Antoine, qui a subi ses foudres. Lorsque je vois que Rigobertson a été dans des lions et l'appelait mon petit frère, et que j'ai vu Rigobertson sortir, couler des larmes à cause de Samuel Eto'o. Combien de joueurs ont eu leur carrière détruite juste parce que Samuel Eto'o doit tout décider? Allez demander. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous allez voir des gens comme Mayonze à l'époque. Mayonze, il est au stade, il joue avec Eto'o, et c'est Eto'o qui fait signe à l'entraîneur que changer Mayonze contre la Côte d'Ivoire. Et c'est Mayonze qui marque. Juste parce que il fallait que ce soit Achille Webo qui joue. Problème avec tel coéquipier, problème avec tel autre. Mais attendez. Et après, on vous dit que c'est lui maintenant qui doit gérer le football camerounais. S'il était humble, s'il pouvait être conciliant, et s'il n'était plus en activité, on l'aurait accepté.
Mais c'est un joueur en activité. Cela ne s'est jamais passé quelque part. Aujourd'hui, Samuel Eto'o représente la division du Cameroun. D'un côté, les sardinards, de l'autre côté, les tontinards. Alors que c'est le football qui unit. D'un côté, ceux qui gagnent, d'un côté, ceux qui perdent. D'un côté, les grands, ceux qui applaudissent le régime, et d'un côté, ceux qui sont méprisés par le régime. Alors qu'il devrait être un point d'union. Quand nous parlons comme ça, oh non, c'est parce que vraiment tout le monde est jaloux de Samuel Eto'o. Mais attendez, Samuel Eto'o, allez, avec Richcard, son entraîneur, ça n'a pas marché, il engueule. Avec Mourinho, il engueule. Avec Pep Guardiola, il engueule. Mais finalement, il n'a pas engueulé qui? Donc à une certaine période, vous n'allez pas dire que le monde entier est mauvais et c'est Samuel Eto'o qui est bon. Pourquoi est-ce que Didier Drogba n'a pas les mêmes problèmes? Parce que Didier Drogba n'est pas riche. Je vais vous rappeler une chose. Didier Drogba, selon le classement Forbes, il vaut plus de 50 milliards 389 millions. Et regardez comment est-ce que Didier Drogba fait dans son pays. Il n'encombre personne. Bien au contraire, lorsqu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, entre les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara, Didier Drogba a été un point d'union. Il n'a jamais dit votez pour tel autre. Non. Il a été l'agent de l'unification. Et vous voulez me dire, Didier Drogba, il ne fait rien pour le football? Je vous rappelle, Didier Drogba, que ce soit sur le plan social, Didier Drogba a construit son hôpital pour tous les Ivoiriens. 50 000 personnes, patients, y passent par année. Hôpital, mère et enfant. C'est sur 15 hectares. Avec tous les grands appareils du monde. Didier Drogba. Didier Drogba, au niveau du football, il a dit je vais laisser des traces d'un grand footballeur. Première des choses, il a acheté Phoenix, le club Phoenix, c'est aux États-Unis. Après, il est venu à Abidjan. Et il a son club qui est en première division. Il appartient à Didier Drogba. Et en décembre 2017, Didier Drogba a lancé la construction du complexe sportif sur 13 hectares. Et sur ces 13 hectares, il y a 3 terrains de football, dont un en synthétique. Et au-delà de ça, il a créé une académie de football, sport et études, où les enfants peuvent commencer à apprendre le football à partir de l'école primaire, en faisant leurs études jusqu'à l'université. Didier Drogba. Voilà ce qu'on appelle un ancien footballeur. Voilà ce qu'on appelle un footballeur qui unit et qui convainc dans son pays. Un footballeur n'est pas celui qui, chaque jour, on entend la vie privée a fait ceci, oh, les femmes ont fait, oh, tel autre a fait ceci, mais toujours en train de se quereller avec ses grands frères, ses aînés, les entraîneurs et tout. Mais c'est pas possible. C'est pour ça que je dis, nous devons dire à ceux qui croient qu'ils ont beaucoup d'argent et que c'est pour cela qu'ils doivent imposer qui ils veulent dans le football, que ça ne marchera jamais. Le football camerounais n'a jamais marché avec cette façon de positionner des gens, de régenter des gens et d'utiliser des pions. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça que je vais dire à ceux qui sont des anciens footballeurs, ne vous découragez pas. Continuez à vous battre. Continuez à savoir que vous avez fait beaucoup de choses pour ce pays-là.
Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de l'argent que chacun va dire que oui, vous partez manger de l'argent auprès de Samuel Eto'o, comme si lui, il était multimilliardaire. Non, attendez. Mais, et que tout ce que lui, il fait, ça réussit. Mais attendez, qu'est-ce qu'il a fait et qui a réussi? Mais il a fait le centre de formation de Samuel Eto'o, c'est où? C'est fermé. Il a fait la téléphonie, c'est fermé. C'est comme Bonbon Joya, c'est fait. Il a toujours échoué. C'est plutôt l'équipe qui perd. On me dit que même avec Paul Biya, c'est un perdant, c'est un loser. Il n'a jamais rien fait. Donc si Paul Biya est avec Samuel Eto'o et que c'est son modèle, vous pouvez bien comprendre jusqu'où va l'échec. On nous a dit qu'il devait faire que la CAN soit là. Mais la CAN n'est pas là. Donc on arrête le bruit. Et cette CAN, dans un pays normal, on vous retire une CAN. Entre 2 milliards, 2000 milliards. Entre tous ces milliards-là et tout cet argent qui a été dépensé pour 0 CAN. Mais on devrait déjà ouvrir une enquête parlementaire. Au lieu d'ouvrir une enquête parlementaire, Joshua aussi court vite pour aller lui aussi dans la mangeoire de la FECAFOOT. Il devient deuxième vice-président. Vice-président au SDF, vice-président à ceci, vice-président partout. Mais Joshua aussi, c'est comment? Et vous voyez, être président de la République, c'est un temps. Il devrait plutôt demander que ouvrons une enquête parlementaire. Que d'argent vous y est. On attend, tout le monde attend Paul Biya. Et vous croyez que qu'est-ce que Paul Biya va faire? Il ne va rien faire. Il n'a jamais rien fait. Ne vous trompez pas. C'est un gant. Il n'y aura rien. Nous sommes déjà habitués. Vous voulez que je vous donne quelques exemples? Mais attendez. Paul Biya, c'est toujours un scandale, après ça se calme. Il enlève le ministre, il le met à côté, puis il revient avec. La preuve. Aujourd'hui, un chef d'État avec autant de milliards dépensés, il ne parvient pas à prendre la parole, ni à remanier. Et personne ne démissionne. On vous fait comprendre que 690 milliards ont été comme ça là, ça a tourné au niveau de la présidence de la République. Et finalement, les marchés de gré à gré venaient directement de la présidence de la République. Parce que quand on parle de Ngongo, tout ce que Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République, signe dans des marchés de gré à gré, parce qu'il y a les 51 marchés, et sur les 51 marchés, il y a 41 qui sont passés de gré à gré. Mais Ngongo signe sur haute instruction du chef de l'État, Paul Biya. Donc c'est Paul Biya qui a donné l'instruction qu'on passe des marchés de gré à gré. Comment on peut passer des marchés de gré à gré? Et les autres ont donc profité pour aussi venir manger, puisque les marchés de gré à gré permettent à Paul Biya, à son gang, de voler. Il ne s'agit pas des gens qui volent sans le consentement de Biya. Ils volent avec le consentement de Biya. Puisque le marché de gré à gré, chaque ministre sait qu'il doit reverser quelque chose dans ce qu'on appelle les caisses noires de l'État. Ces caisses noires sont à la présidence de la République. Et lorsqu'on essaie de regarder, on se dit non, mais il y a un qu'on ne cite presque jamais. Et pourtant, c'est un grand voyou. Celui qu'on appelle Nganou Djomessi. Nganou, vous vous rendez compte? Le ministre des Travaux publics. Pour la construction
de la route qui part du stade de Japoma jusqu'au pont de la Dibamba, vous qui êtes à Douala, essayez d'évaluer, c'est 4 km. Le ministre Nganou, il facture cela. Lui-même, il crée sa propre société. Ou Komar. C'est comme ça qu'il appelle ça. Une société qui n'a jamais conçu une route. Et il donne à cette société 8 milliards pour 4 km de route. Pour l'agrandissement de la pénétrante est de Douala, le ministre Nganou, pour à peu près 9 km et demi de route, 10 km, eh bien, il sollicite l'autre bandit qui est au niveau des marchés, ministre des marchés publics, pour un marché de gré à gré. 10 km de route à 42 milliards, plus 2 milliards, 42 milliards, plus 2 milliards. Donc, cadeau. 44 milliards pour moins de 10 km de route. Sans oublier que ce même Nganou avait déjà eu à commettre des gaffes sur la route Yaoundé-Douala. Souvenez-vous qu'à une certaine période, il y a eu éboulement. Et on a dit qu'il fallait remplacer les bus. Or, les bus sur l'axe Yaoundé-Douala, quand on les compte, c'est 369. Nganou a mis que c'est 409. Non, c'est 365 bus qui ont été mis par Aïdjo. Le ministre Nganou, lui, il fait son bilan, son total, il met que c'est 409. Et vous connaissez combien il a facturé ça? 200 milliards. Le ministre Nganou décide d'acheter les galops. 28. Il facture ça à 11 milliards et demi. Sans oublier l'argent qui est parti pour son propre village. C'est-à-dire que la route qui part de Yaoundé à Bafoussam, il a pris combien? 145 milliards. Nganou, Ibou, voyou, filou. Et c'est pour cela que je vais dire aux autres activistes et ceux qui dénoncent qu'il ne s'agit pas seulement de petits qui volent. Quand un Bamileke vole, il faut aussi jouer le même tam-tam. Comme je le fais, quand un petit vole, je le dénonce. Or, depuis qu'un Nganou vole, où êtes-vous? Et ça, je n'aime pas. Parce qu'il faut que nous soyons en train de construire un Cameroun juste. Et non un Cameroun où chacun défend le sien pourvu qu'il vole et qu'il ramène à la maison ou bien qu'il ramène dans sa région. Nganou est un brigand qui doit être aussi dénoncé comme tout cela que je dénonce, que ce soit les femmes Ndongo et consorts qui sont des gangsters de la République. Et lorsque vous vous rendez compte que je ne vais pas me baser sur des stades, parce qu'on vous dit le stade Paul Biya, 100 mètres. C'est-à-dire que pour accéder à la tribune présidentielle, 100 mètres, on vous dit qu'on appelle une entreprise française, on appelle aussi telle autre entreprise. Après, on leur verse 4 milliards pour 100 mètres. Dans quel pays sommes-nous? Aimons-nous notre pays? Et pourquoi Paul Biya ne sévit pas? Parce qu'il laisse tout faire. Parce que c'est lui qui a organisé cela. Vous croyez que si un chef d'État est contre ça, ça pourrait se faire? À peine nous sommes en train de parler de ça. La Banque mondiale sort des chiffres. La Banque mondiale dit qu'en 2017, le Cameroun a utilisé 2000 milliards pour les frais de carburant, les primes, et les séminaires. La Banque mondiale dit que c'est du jamais vu.
Un gaspillage hors norme. Vous vous rendez compte que tout ce que Aïdjo construisait, c'était avec un budget de moins de ça, de moins de 2000 milliards. Mais on vous dit que les fonctionnaires au Cameroun et les ministres se payent les missions, les séminaires pour 2000 milliards. La Banque mondiale nous révèle que les marchés au Cameroun sont facturés 2 jusqu'à 6 fois plus cher que partout ailleurs dans le monde et surtout dans tous les autres pays d'Afrique. Quand vous vous rendez compte que par exemple, la route Yaoundé-Douala, comme on dit autoroute, ça lui a pris 400 milliards. Mais c'est juste rien, nulle part. La Banque mondiale vous dit qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est-à-dire qu'un kilomètre de goudron sur bien fait, ça fait 11 millions de dollars américains. C'est plutôt, ça c'est 11 millions de dollars américains au Cameroun. Ça c'est au Cameroun, hein? 1 kilomètre. Mais en Côte d'Ivoire, c'est 3,5 millions. Au Maroc, c'est 3 millions. Mais au Cameroun, là où la couche est petite comme ça, on met même parfois avec la pelle et la truelle, c'est 11 millions. Et comment nous voulons faire ça? On vous fait comprendre que la Banque mondiale, ils sont partis dire à la Banque mondiale que le barrage de Lompanga, ce que c'était 365 milliards. Vous savez jusqu'où on se retrouve actuellement? À plus de 500 milliards. Pendant ce temps, le même barrage en Guinée, c'est 2 milliards. 2 milliards. Au Cameroun, 500 milliards. Le barrage de Membele, ils vous disent que ce sera moins de 400 milliards. Mais attendez. Et c'est déjà jusqu'où? 940 milliards. Ça part comme ça sort. Comment vous pouvez donc vous développer au moment où la Banque mondiale est en train de dire au Cameroun, ralentissez, que vous êtes en train d'aller à la faillite. Vous êtes en train d'aller à la banqueroute. Il y aura... Vous ne pourrez plus payer les fonctionnaires, ni rien. C'est la faillite qui arrive. Mais qu'est-ce qu'on voit? Les mêmes projets qui ont déjà été financés reviennent. Et cette fois-ci, on n'utilise plus la Banque mondiale ou FMI ou bien on va, hier, avant-hier, on prend une banque qu'on appelle la Banque internationale de développement et de quoi, je ne sais pas. Ils vont signer là-bas, encore, pour les mêmes barrages, 165 milliards. Le 7 décembre dernier, ils sont même allés prendre une banque, la Banque arabe de développement. Ils ont pris là-bas 15 milliards. Pourquoi? On ne nous explique pas. 15 milliards. Une semaine avant, on vous dit que voilà les gens qui sont en train de gréver à Camp Post. Pourquoi? Parce qu'on a détourné 15 milliards. Mais au Cameroun, on ne vole que des milliards. Personne ne vole des millions. Que des milliards dans le régime d'IA. Et le pire, c'est que vous vous rendez compte au journal d'hier à 17 h, on entend que le Cameroun vient de signer une convention pour 20 points d'eau. 20 points d'eau potable. Vous connaissez le montant? Avec la Chine, ils disent que 20 points d'eau, 34 milliards au journal de 17 h hier. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'un point d'eau? Regardez un forage. Un forage au Cameroun, le plus cher coûte 8 millions. Donc faites 8 millions fois 20. Est-ce que vous obtenez même 1 milliard?
34 milliards. Si c'est un puits avec un mécanisme automatique, un moteur de mécanisation automatique, c'est 3 millions. On vous dit, au Cameroun, 34 milliards. Le même jour, le Sénégal annonce un programme de développement économique local. Et ce programme économique local se chiffre à 19 milliards pour 30 localités. C'est-à-dire qu'il y aura de l'eau, de l'électricité, il y aura des écoles pour 19 milliards. Mais au Cameroun, 20 puits, là où on va boire de l'eau, 20 puits, d'ailleurs, qui ne seront pas construits, c'est 34 milliards. C'est quelle méchanceté ça, ce régime Biya. On endette un pays pour ne rien construire, pour tout détruire. Et dans tout ça, personne ne rend compte. Personne ne va en prison. Quand vous entendez qu'on a mis quelqu'un en prison, sachez que parce que Paul Biya a soupçonné qu'il était en train de vouloir prendre sa place. C'est pour ça que vous voyez les Jean-Marie Atambara en prison. Ce que les Jean-Marie Atambara, les Olangena et consorts ont pris, je ne dis pas qu'ils sont des saints, ça ne représente rien du tout par rapport à ce que les femmes Ndongo et consorts prennent chaque jour. Vous avez vu Femme Ndongo, il était là calmement. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? On vous dit que 500 000 ordinateurs vont arriver au Cameroun pour 75 milliards. Femme Ndongo a présenté combien? 40 000. Au lieu de 500 000. L'affaire est terminée. Et on vous dit que pour faire venir ça, il fallait encore ajouter 200 millions. Mais Femme Ndongo est là, en toute inquiétude, tant qu'il commence, tant qu'il continue à chanter des louanges pour Paul Biya, il n'ira jamais en prison. Comme les Djoumessi et comme ça, ils ne peuvent pas aller. Parce qu'ils volent, ils le mettent à Paul Biya. C'est ça qui est clair. Vous ne pouvez pas continuer à nous dire que c'est autour de Biya qu'il y a des voleurs. Et les autres, lui-même, il est bon, ou bien on le trompe. Comment on peut tromper un chef depuis très très longtemps comme ça? Mais non! Mais non, attendez, vous connaissez l'histoire de Bokam. Bokam a pris tout l'argent des travaux publics. Tout le monde savait qu'il allait en prison. Mais non, Biya l'a enlevé. Calmement que va te reposer. Il est revenu avec Bokam pour venir diriger la défense. Au secrétariat de la défense. Il l'a renommé ministre. Mais ça se fait dans quel pays? Regardez ce qu'il a fait avec Mbongo. Mbongo, on l'a attrapé jusqu'au colonel ici, à Paris, avec des sacs d'argent. Qui disaient que l'argent là, il y a acheté les maisons pour Mbongo. C'était un scandale en France. Le canal enchaîné, les journaux français en ont parlé. Qu'est-ce que Biya a fait? Biya a appelé Mbongo. Mbongo est parti. Tout le monde savait que, en enlevant Mbongo, qu'il allait le mettre en prison. Mais Mbongo, il est en paix. Il est en paix, il ne sera jamais arrêté. Je vous dis jamais. Je vous avais déjà dit ça au début, que Mbongo ne sera jamais arrêté. Ça fait combien de temps? Vous l'avez déjà oublié, il reviendra. Et vous connaissez comment est-ce qu'il procède avec les autres? C'est la même chose, c'est le théâtre. Le 1er janvier 2015, on entend que oui, c'est le ministre Lazare et Simi Menin qui a entendu par le tribunal criminel spécial. Après, le 2 octobre, on nous dit qu'il est impliqué dans un détournement de 9 milliards de francs. C'est pas 9 milliards. Mais le 2 octobre, on le relève. Paul Biya le relève, tout le monde applaudit. On dit il va en prison. Mais vous connaissez l'acrobatie que Paul Biya a fait? Eh bien, on dit, on va le convoquer, et tout et tout. Et il dit, au gars, va te coucher à l'hôpital central. Le ministre Lazare Simi Menin va à l'hôpital central se coucher. On met quelques petits policiers là. Il mange super bien, comme un roi. Il boit. Quelqu'un qui est malade, hein? Un ministre malade. Il boit. Et
en décembre, Paul Biya prend son stylo, signe son évacuation sanitaire. Un ministre qui est accusé de vol, Paul Biya lui demande de prendre l'avion. Juste pourquoi? Parce que le ministre Lazare Esimmenye lui a dit, écoute, si on me met en prison, je vais tout balancer. Et mes choses sont sécurisées, puisque le ministre Lazare Esimmenye est américain. Sa maison est en Virginie, aux États-Unis. Au Cameroun, c'est les pauvres à qui on dit il n'y a pas de double nationalité. Ça fait le tour, et lui il est espagnol, mais il vote Paul Biya. Lazare Esimmenye, il est américain et il est ministre de Paul Biya. Ah oui, c'est comme ça. Et il a dit, Lazare Esimmenye a adressé un courrier en disant, j'ai envoyé tous les documents qui prouvent que je ne suis pas seul et que je vais tous vous mouiller, mettez-moi. Et ça va se verser dehors. Et c'est pour ça que Paul Biya décide que non, ne verse pas. On va plutôt négocier pour que tu partes calmement. Lazare Esimmenye part dans un avion où on met, tenez-vous tranquille, le cristal avec les serveuses, le champagne cristal, pour le ministre en évacuation sanitaire, en octobre 2015, en décembre 2015, après avoir été relevé le 2 octobre. Il arrive en Virginie, il est parti directement chez lui, il est parti faire un bon petit check-up. Il est actuellement là, aux États-Unis, chez lui en Virginie. Il se la coule douce. Tout comme Messi, qui était le directeur général de la Société Camerounaise des banques, la SCB, en 92. Mais il est parti aux États-Unis en révélant le gros scandale. Il a dit, mais attendez, vous allez me dire que moi j'ai volé quoi? Mais c'est Paul Biya qui m'a ordonné de sortir la première fois 3 milliards 900 millions, la deuxième fois 1,5 milliard, la quatrième fois ceci et cela. Et finalement, il m'ordonnait tout le temps de sortir l'argent de la banque à ses cousins, à ses cousines, à sa famille, à ses neveux, à tout le monde. C'est comme ça que la Société Camerounaise des banques est tombée. Et vous allez donc dire que c'est les autres qui sont des bandits et que Paul Biya n'est pas au courant. Mais attendez, on a quand même lu Canard enchaîné ici qui nous a dit combien de biens Paul Biya avait. Il s'est même retrouvé dans les scandales des Panama Papers, où il y avait un nom de Paul Biya qui subitement a disparu après 2 mois. Pourquoi est-ce qu'il ne déclare pas ses biens alors que l'article 66 de notre constitution demande qu'on déclare les biens? Donc, Camerounaise, Camerounais, si vous vous attendez à un remaniement, à que Paul Biya donne un coup de pied dans la fourmilière, vous mentez, c'est le chef bandit. Il n'a peut rien. Parce que lui, il protège son pouvoir et parce qu'il laisse les autres ruiner notre pays. Le Cameroun est à terre. Et ils ne font que l'endetter. Vous allez payer ça pour des générations et des générations. Nous allons payer ça pour des siècles et des siècles. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le Cameroun a encore? Toutes les matières premières ont été vendues. Toutes nos ressources ont été vendues. Notre sol est vendu. Mais il ne reste que le palais présidentiel. Et peut-être même qu'il est hypothéqué. Qui vous dit que le palais présidentiel n'est pas hypothéqué? C'est grave. C'est pour ça que je vous amène et je vous convie encore à comprendre que nous qui voulons le changement, ce n'est pas nous qui salissons l'image du pays. Ce pays a été sous le règne de Paul Biya élu 3 fois le pays le plus corrompu du monde. En 1972, lorsque Ahidjo organisait la CAN, le Cameroun venait à peine d'avoir son autonomie, son indépendance. Mais Amadou Ahidjo
dès qu'il avait su que les gens, certains fonctionnaires, avaient juste un peu pris, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas attendu 2 jours. Il a mis 30 fonctionnaires directement en prison et relevé 2 ministres. Nous y voici. On vous parle de 3 000 milliards qui ont été dilapidés dans un pays pauvre et très endetté. Et le chef de l'État est là en train de couper le gâteau d'anniversaire de son épouse. Il ne dit rien. Un pays où on vole 3 000 milliards. Regardez Macron. Il s'est levé. Lorsqu'il y a eu les gilets jaunes et tout, mais il a dû intervenir. Quel est ce chef d'État qui ne parvient pas à s'adresser au peuple, à expliquer, lui qui avait pris l'engagement de la canne? Quel est ce chef d'État qui nous amène à la banqueroute, que la Banque mondiale est en train de nous dire? Vous êtes en train d'aller direct dans l'abîme, le trou. Et vous continuez à applaudir, comme les gens qui étaient dans le Titanic. Quand le Titanic coulait, ils applaudissaient, oubliant qu'ils étaient en train de mourir. Camerounaises, Camerounais. Nous sommes en train de mourir. Mais nous ne devons pas laisser qu'un individu sénile, un papier vieillot, un tyran nous conduise au harakiri, au suicide collectif. Résistons. Résistons. Il n'y a pas d'autre solution que de résister à la gabegie de Paul Biya, à la tuerie, à la sorcellerie de Paul Biya, à l'inertie, à la voyoucratie. Résistons. Comme le disait Charles de Gaulle, qui, s'inspirant de Alain, avait déclaré: la résistance est la seule voie qui nous conduit à la liberté. Merci.